C'est vraiment impressionnant. Et donc, toi, tu es inquiet par rapport à l'évolution du marché du comics. Tu as un sentiment dessus ou pas du tout? Parce qu'il y a une petite hype autour du comics à cause des films. Et typiquement, tout le monde... Ça dépend quoi? Ça dépend qui Parce que les ventes, même aux États-Unis, ça baisse. Oui, mais alors, il y a plusieurs choses. Les ventes aux États-Unis, elles baissent effectivement. Ouais. Elles sont compensées aussi. Alors, la question, c'est est-ce que c'est la poule et l'œuf? Est-ce que l'augmentation des prix explique la baisse des ventes, ou est-ce que la baisse des ventes force l'éditeur à augmenter? Il y a autre chose. Ouais. À partir du moment où aux États-Unis s'est développé le marché des TPB, ça veut dire que tu as des lecteurs qui sont pas au fou. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui veulent avoir toutes les versions variantes, et le souple, et le TPB, le recueil. Donc TPB, ce sont les recueils pour ceux qui ne connaissent pas. Donc forcément, à partir du moment où tu peux te procurer les X-Men en fascicule ou en recueil, tu as des gens qui vont faire un choix, qui vont se dire ça me revient moins cher en recueil, et qui vont laisser tomber le fascicule. Donc c'est pas non plus étonnant que par rapport à quelques années en arrière, on peine de plus en plus à dépasser les 100 000 exemplaires aux États-Unis, parce qu'il y a une partie de la population qui est passée vers les recueils. Ça explique en partie, mais c'est pas la seule explication. Donc voilà, le truc après, c'est que je ne sais pas si on doit être inquiet d'une progression. Maintenant, de tout temps, dans l'édition, le public a fait le tri. Le public a fait le tri. C'est le public qui a le dernier mot, effectivement. Voilà, le public a le dernier mot. Tant que les choses continuent, c'est que tu ne peux pas maintenir une bulle très longtemps. Dans la lecture, c'est pas, justement, on n'est plus à l'époque où avec 12 francs, tu avais fait le tour. Et sur un malentendu, allez, voilà, on continue. Aujourd'hui, vu le prix des revues, même si ça reste un très bon rapport qualité-prix, en particulier en kiosque, en VF, il y a un moment où l'offre des loisirs est telle que les gens vont pas acheter ta revue par habitude pendant 2 ans. Donc il y a un moment où il faut... Puis du loisir, il y en a. Il y a les jeux vidéo, il y a les films, les séries. Oui, il y a énormément de choses. Effectivement, les gens... et puis même en termes de temps. Aujourd'hui, par rapport à quelques années en arrière, le temps que tu passes sur Internet, le temps que tu passes, c'est autant de temps qui est concurrentiel avec ton temps de lecture. Donc il y a un moment où je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de lecteurs qui aient le temps de... Le temps, je ne vais pas parler de pouvoir d'achat, qui est le temps d'acheter, de lire tout ce qui sort. Bon. Parlons un petit peu des invités du TGS. Tu as fait une conférence donc, cet après-midi avec Mark Waid, scénariste de comics depuis 30 ans. Scénariste, ancien éditeur. Ancien éditeur, oui. Il a travaillé pour Reliant, c'est ça? Il a été éditeur en chef de Boom à un moment. Et surtout, il a commencé chez Fantagraphique, je crois. On n'a même pas eu le temps d'en parler. Le problème, c'est qu'on aurait pu passer l'après-midi avec Mark Waid, et je reviendrai encore en disant qu'on n'a pas eu le temps de parler. Moi, j'aurais adoré pouvoir parler de sa collaboration avec Mike Wieringo. Et il y a un moment, on a parlé tellement de choses sympas qu'il nous manque encore du temps. Et que, voilà. Mais c'est un type qui a commencé chez Fantagraphique, qui a été éditeur chez DC Comics, et qui après est passé à l'écriture, et qui a écrit, quand tu fais le compte, qui a écrit pratiquement toutes les icônes des comics. Alors c'est lui qui scénarise actuellement Captain America. Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle par rapport à Secret Empire qui s'est terminé? C'est marrant que les gens aient tendance à opposer les deux, parce que je suis pas sûr que ça soit si opposé que ça, tu vois. Parce que je pense que Mark Waid, en plus, il a l'habitude de reprendre un petit peu le passé et de se le mettre à sa sauce. C'est exactement ce qu'il... Tu as été assistant doute à la conférence. C'est exactement ce qu'il expliquait à un moment. Il disait qu'il fallait vraiment revenir aux bases des personnages pour savoir ce qu'il voulait dire et s'interroger dessus. Maintenant, Secret Empire, pour répondre à la question indirecte que tu poses, c'est une saga qui est intéressante parce que les conservateurs américains l'ont très mal pris. Et on comprend un petit peu pourquoi. Mais à l'inverse,
des gens qui étaient totalement à l'opposé sur l'échiquier politique l'ont pris au premier degré et ont vraiment cru que Marvel faisait la promotion d'une espèce de truc totalitaire, alors que c'est pas du tout le cas, c'est très critique là-dessus et on comprend bien la parabole. Je suis pas du tout sûr que je pense même le contraire, que le message de Nick Spencer sur Captain America soit opposé à celui que veut faire passer Mark Waid. Mais maintenant, c'est clair qu'après une période, la manière noire de délivrer ce message-là, Mark Waid arrivant sur cette série-là veut faire passer le message par quelque chose de plus optimiste. Ce qui n'est pas très différent de ce qu'il a fait sur Daredevil. Tout à fait. Quand Daredevil, tu sortais des périodes Shadowland, Brubaker, Shadowland, qui avait été très noir, qui avait poussé le personnage vraiment dans ses retranchements. Et lui est revenu vers un Daredevil qui était peut-être pas super youpi, mais qui était plus lumineux, en tout cas plus joyeux. Bon, merci Xavier Fournier d'avoir répondu à ces quelques questions. Une toute dernière question. Tu es en train de nous préparer un autre livre. Je suis persuadé. Mais tu ne peux pas en parler. Je ne suis pas en train de te préparer qu'un autre livre. Mais je ne peux pas trop en parler parce que d'abord, je ne suis pas sûr dans l'état dans lequel je vais finir ces projets-là. Okay. Y a pour plein de choses. D'abord, l'arrêt du magazine m'a occupé un petit peu. Ça peut paraître paradoxal, mais il a fallu se réorganiser dans l'année. Donc ça m'a décalé dans mes activités. Et j'ai différents projets. Ouais. Je sais pas dans quel ordre je vais les finir, dans quel ordre ça va se matérialiser, c'est pour ça que je veux pas te dire machin, mais a priori ouais. Tu as été consultant dernièrement justement pour une vidéo, enfin un cours, une présentation sur France 4, donc je me souviens plus du nom là. Oui, en fait on m'avait engagé comme ce qui s'appelle documentaliste, c'est-à-dire pour retrouver les vieilles interviews de super-héros, de Bob Kane, documentaire de Batman, des choses comme ça, et donc sur cette partie-là on m'avait demandé de regarder un peu. On vient te chercher pour ton expertise, ce que je disais au début. C'est assez bizarre, j'ai l'impression, je peux peut-être me tromper, en tout cas c'est l'impression que l'arrêt du magazine a fait une forme de bruit que n'avait pas l'existence du magazine. Donc d'un seul coup, des gens sont venus me voir en disant attends, il y a ce type-là. D'accord. Donc le téléphone a sonné pour un certain nombre de projets, y compris certains dont je ne peux pas parler. Et donc voilà, c'est bien tombé parce que ça me dépannait moi aussi, pour pas mentir. Ouais. Et donc du coup, mais c'est intéressant aussi, c'est une manière de porter ailleurs c'est une manière de porter ailleurs le message des comics, quoi. Je crois qu'on a assez râlé à un moment qu'on nous prenait pour des demeurés qui pensions vraiment que les gens volent et qu'ils ont des lasers qui sortent des yeux. Quand on vient nous dire mais en fait finalement c'est pas que des conneries ce que vous racontez. Tiens, si on faisait un truc pour... les médias généralistes sont venus te voir. Je pense à France Info, par exemple, au départ, en radio. Ah, c'est plus ancien encore. Ouais, c'est encore plus ancien. Mais France Info, tu parles d'un cycle où, en fait, ils avaient été voir beaucoup de gens, pas seulement moi. Non, mais de toute façon, là-dessus... je crois aussi que les films jouent un rôle. Non pas financier, parce que c'est l'effet Bled. Hein. Tu sais bien qu'il y a eu une trilogie de Bled au cinéma. Ils ne sont jamais arrivés à fourguer un comic book vraiment de manière régulière de Bled. Par contre, à partir du moment où des millions de gens s'entassent dans les salles obscures pour aller voir Avengers, comme ils ont été avec toi, ils ne peuvent pas se retourner vers toi en disant que t'es un sale geek. Bah ouais, mais toi aussi. Ah ouais, donc on va en parler. Donc voilà, ça c'est... ça joue un rôle d'acceptation, même dans les cas où on n'aime pas les films. C'est-à-dire que en tant que lecteur de comics, on n'est pas obligé d'être les apôtres ou d'aimer les films en question. Par contre, ça fait un bon prétexte pour revenir vers la base, comme dirait Mark Waid, et dire attends, tu as détesté le film, parlons du vrai personnage que tu n'as pas vu à l'écran. Ou parfois, parlons du personnage que tu as adoré à l'écran parce que c'était ça. Bon, on te remercie Xavier Fournier d'être venu qui te remercie pour l'accueil. Sur le stand de TGS TV. Juste une petite précision, on retrouvera ta conférence avec Mark Waid en replay sur YouTube, sur la page de TGS Événements. Et on peut suivre ton actualité sur ton blog, xavierfournier.com, où tu postes effectivement, là où tu interviens. Et là j'ai commencé aussi une nouvelle collaboration avec un nouveau site et un magazine à sortir en 2018 qui s'appelle Carbone, qui est un magazine culturel, où je raconte quelques délires encore liés aux comics et aux auteurs des comics. Donc on te retrouve sur Carbone et on te retrouve donc sur ce projet secret ou ces projets secrets. Tu communiqueras en temps et en heure sur xavierfournier.com. Voilà. Merci beaucoup Xavier. À bientôt. À bientôt.